Donc, comment vous détectez dans un ensemble de productions écrites à vocation esthétique ce qui est dissible oral et ce qui est dissible écrit, mais ce qui ne se mélangerait pas à l'écrit d'ailleurs, mais plus propre à l'écrit africain, de ce qui est oral africain ou de ce qui serait non oral ou oral non africain. Ainsi, nous allons noter en premier titre, n'est-ce pas, les caractéristiques, j'espère que c'est lisible, les caractéristiques de la littérature, d'accord, négro-africaine orale ou la littérature orale négro-africaine. Alors, dans ce sens, vous aurez compris, ce sont les traits distinctifs de cette littérature que nous découvrons à présent et vous allez retenir justement que c'est une littérature qui se spécifie. On va énumérer les caractéristiques. Ainsi, par tiret, en fait, c'est une littérature, ça va de soi, d'expression purement orale. D'accord? Alors, une littérature, on va le dire ainsi, une littérature d'expression purement orale. Une littérature d'expression, vous l'aurez compris, orale. En termes de caractéristiques qui devraient, pardon, un pluriel, voilà, les caractéristiques de la littérature africaine, voilà, négro-africaine orale. Donc, c'est une littérature qui va se caractériser de cette manière à travers l'expression orale, c'est-à-dire qui s'exprime par l'oralité, le dit, le chanté, etc., comme on vient de le noter. Et comme tel, vous vous rendrez compte que la parole est son matériau de base, d'accord? Voilà. Et comme tel, nous pouvons le noter ainsi à travers une primauté de la parole. Voilà. Le fait de savoir et se servir, on va dire quoi, de la parole, de la bouche de façon générale, parce que tout ce qui se fait au moyen de celle-ci, la bouche, pourrait peut-être pas être dit. Voilà, si nous ne spécifions pas comme ça, ce que vous allez voir chanter, ne vous en faites pas, vous êtes dans le cadre de la littérature orale. Ce que vous allez entendre dit, d'accord, et qui a une particularité de ne pas être chanté ou de ne pas être dit comme ça, une devinette par exemple, vous êtes dans le cadre de la littérature orale, pour cela qu'il ne faut pas, d'accord, s'en faire. Vous allez vous rendre compte que c'est une littérature communautaire. Voilà, une littérature comme ça, communautaire. Une littérature communautaire qui signifie, d'accord, qu'on ne peut pas affecter cette littérature à quelqu'un de précis. Voilà. Donc, le droit d'auteur, réclamer le droit d'auteur dans la littérature orale ainsi, d'accord, c'est un peu difficile. Nous allons voir à travers ces genres. Et vous verrez qu'effectivement, dans les genres de la littérature orale, là, comme on a vu les genres de la littérature écrite, d'accord, il est difficile dans le cas de l'oral de dire qu'un tel doit jouir du droit d'auteur d'un tel genre précisément. Cela est difficile, ce n'est pas tout à fait cela. Donc voilà pourquoi on dit que c'est une littérature, à la limite, communautaire, une littérature commune à tous. Elle n'a pas d'auteur précis, elle a des praticiens de toutes les façons, voilà. Et à la suite de quoi vous vous rendrez compte que, alors, c'est une littérature aussi réglementée dans l'expression. Donc, une littérature d'expression réglementée. Une littérature, on va le dire comme ça, d'expression réglementée. Et qu'est-ce que cela signifie? Alors, cette réglementation-là, d'accord, se passe, on va le mettre en parenthèse, dans le temps
on ira à la ligne pour mieux rendre visible dans le temps et l'espace. Voilà. Donc, dans le temps et l'espace, vous vous rendrez compte que, au fait, tous les genres de la littérature orale ne se pratiquent pas de n'importe quel moment, ou de n'importe quelle manière, pardon, en termes de moment et en termes d'espace. Vous allez, peut-être par anticipation, on va vous dire, par exemple, on ne dit pas un conte la journée. Voilà. Et le conte, lorsque vous allez, voilà, si vous comptez la journée, on dit dans les préjugés collectifs comme ça que vous pouvez mourir. Ou bien, par exemple, les génies viennent vous prendre, voilà, pour partir, etc. Donc, c'est réglementé dans le temps. Il y a un moment pour les contes. Dans l'espace, peut-être, on dit par exemple, les contes appartiennent aux génies et les génies vivent dans la forêt. On ne se rassemble pas, on ne se trimballe pas en groupe pour aller dans une forêt pour aller dire le conte. Sinon, les génies, pour arracher leur patrimoine, leur histoire, etc. Bon, c'est ce qui s'est dit. Arrache le conte et arrache le conteur et tout le monde. Voilà. Donc, on va interdire, on va dire, bon, à tel lieu, on ne dit pas un conte, etc. C'est ça le principe de réglementation de l'expression de cette littérature, d'accord, orale là, n'est-ce pas, selon le temps, selon l'espace, les veillées de conte, voilà, les chants initiatiques, etc. Qu'on ne pourra pas dire n'importe comment, n'importe où, etc. Aussi, c'est une littérature aux acteurs ciblés. On va le retenir comme ça. Une littérature, d'accord, aux acteurs, voilà, ciblés. Qu'est-ce que cela signifie? Vous allez voir par exemple que c'est une littérature, on a dit qu'elle n'appartient à personne et à tout le monde en même temps. Mais attention, tout le monde ne peut pas pratiquer tous les genres de cette littérature en tant que telle. Il y a une certaine autorité sociale qu'il faut avoir, une certaine position, un certain statut social, d'accord, qui ne signifie pas forcément la haute hiérarchie sociale pour pouvoir pratiquer cette littérature, mais seulement qui de droit. Est-ce que tu peux pratiquer cette littérature? Voilà, on verra en ce moment dans ta pratique tes compétences légitimes ou qu'on peut accorder à vouloir être praticien de cette littérature. Et comme tel, vous vous rendrez compte en ce moment que elle a en gros une certaine classe d'acteurs priorisés ou en tout cas assez récurrentes. À travers les griots, par exemple. Vous voyez. Donc, comme tel, une littérature aux acteurs ciblés, c'est ce qu'il faut comprendre à travers cette caractéristique-là. Ça ne veut pas dire que tout le monde ne peut pas faire ou pratiquer cette littérature, mais de constat, on se rend compte que certains sont plus dans la pratique au quotidien de cette littérature ou sont les plus attitrés, ou en tout cas la pratique de cette littérature-là, elle est encore plus charmante, n'est-ce pas, dans les bouches, on va le dire ainsi, ou en tout cas entre les mains de certains par rapport à d'autres, au nombre desquels vous avez les griots. Mais écoutez, les garants des traditions, vous voyez, c'est un garant, voilà, un garant de tradition, pas de toutes les traditions, donc on va mettre deux traditions, voilà. Il y a certains chants que vous n'osez pas peut-être faire ou, d'accord, le jeu de mots, chanter, si vous n'avez pas un statut particulier dans la société. Voilà. De sorte que vous allez le trouver lorsque les masques sortent, par exemple. D'autres connaissent les chants de ces masques-là. Et dans certaines communautés, lorsque, pour des funérailles, des mariages, en tout cas une réjouissance ou un événement triste, lorsque les masques fouettent tout le monde comme ça, parfois il y a des étrangers à cette communauté. Les masques, a priori, ne s'intéressaient pas à ces derniers, d'accord? Ou au cas contraire, si les masses veulent s'en prendre à ces derniers, n'est-ce pas? Vous allez voir un patriarche, un vieux qui vient, qui chante à l'oreille du masque là quelque chose, en tout cas, qui dit certaines paroles à l'oreille de ce masque là. Et il laisse ces derniers, il continue vers d'autres personnes. Tout le monde ne peut pas voilà, faire cela.
Et même peut-être si vous pouvez le faire, vous disposez du texte dit ou chanté à l'adresse de ce masque-là, peut-être que vous n'êtes pas attitré à le faire pour plusieurs raisons. En présence de certains, c'est générationnel. Et il faut que, prioritairement, le doyen, on va dire la plus vieille barbe, se lève pour travailler, pour faire cela. Peut-être en ce moment, avant que vous ne puissiez faire. Au cas où vous vous retrouvez le seul doyen, c'est vous qui allez vous en occuper, etc.